et bienvenue à toutes et à tous. Au nom de l'APEC et en mon propre nom, nous sommes extrêmement ravis de vous accueillir si nombreux sur ce webinaire qui est donc dédié à la thématique « Comment réussir sa candidature pour rejoindre le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 » pour vous donner des conseils pratiques et répondre à vos questions. Je vais vous parler du comité d'organisation et de comment on y travaille, comment ça se passe d'y travailler et comment on peut rejoindre le comité d'organisation. Je me permets de parler de ça parce que du coup, mon rôle au sein de Paris 2024, c'est de coordonner l'ensemble des recrutements pour le comité. Vous allez voir qu'on ne s'ennuie pas trop sur le sujet. Alors, si on se parle des Jeux, vous avez dit que vous vouliez partager un événement phare. Bon, voilà, l'illustration, elle est là. C'est un événement phare. 4 milliards de téléspectateurs. J'aime bien, moi, mettre ce chiffre en perspective avec la population mondiale. Voilà, c'est quasiment la moitié de la population mondiale qui va être derrière ces écrans pour regarder les Jeux. Donc, en termes d'exposition, vous comprenez assez vite pourquoi on dit que c'est un événement qui est très exposé. Voilà, médiatiquement, politiquement, sur beaucoup d'éléments. Il y a 206 nations qui sont représentées, donc le monde entier est concerné. Bon, c'est assez grisant de se dire qu'on travaille pour un sujet sur lequel tout le monde va se sentir impliqué. Là, sur l'aspect plutôt concret et un peu humain, donc c'est 28 plus 4. Les 4, ce sont ceux qu'on appelle les sports additionnels, donc les sports que Paris 2024 a choisi d'ajouter au programme. Donc 32 sports olympiques, 22 sports paralympiques. Au total, plus de 15 000 athlètes olympiques et paralympiques. Et puis 45 000 volontaires de la même façon pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Parce que vous l'avez, je le redis au cas où c'était pas très clair, mais Paris 2024, c'est le comité d'organisation qui va organiser les Jeux olympiques et paralympiques en 2024. L'été dernier, on était à peu près 840 collaborateurs. Aujourd'hui, on est plus de 1000. Donc, entre l'été dernier et aujourd'hui, il ne s'est pas passé tant de temps que ça, mais on est plus de 1000. On est très fiers d'avoir une parité homme-femme bien respectée, une moyenne d'âge 34 ans et beaucoup de nationalités, 24 nationalités. Ça, c'est quelque chose qui va probablement continuer de se développer parce que avec l'arrivée à l'approche des Jeux, en fait, on a beaucoup de personnes qui ont l'habitude de participer à des événements sportifs dans le monde. Et donc là, c'est vraiment des grands événements sportifs dans le monde. Et là, pour le coup, c'est vraiment très international comme population. J'en profite pour faire une petite aparté sur l'anglais et l'usage de la langue anglaise à Paris 2024. La langue de travail, c'est clairement le français. Néanmoins, la population s'internationalise et donc il y a des sujets sur lesquels ça se passe pas mal en anglais. Donc, ce n'est pas indispensable pour tous les rôles de parler très bien anglais. En revanche, ça va beaucoup aider. Encore une fois, on va accueillir le monde entier, donc tant qu'à faire, autant réussir à communiquer avec eux. Il y a beaucoup de rôles pour lesquels, en revanche, on est quand même plutôt, je dirais, en back-office et qu'en réalité, on n'a pas forcément besoin d'avoir un niveau d'anglais excellent. Tour de 4000, 4500, aujourd'hui, ce n'est pas encore parfaitement calé. Collaborateurs vont participer à ce qu'on appelle la livraison des Jeux. Donc, la livraison, vous entendrez souvent et vous lirez souvent ce mot, livraison, livrer les Jeux. Les Jeux de Paris vont être assez spécifiques dans l'histoire des Jeux olympiques, simplement parce que le CIO et l'IPC, donc le CIO, c'est le Comité international olympique, l'IPC, c'est le Comité international paralympique. Ces deux comités, en fait, sont en train de faire évoluer aussi le modèle des Jeux. Et les Jeux de Paris vont être les premiers à, j'allais dire, tester en vrai, ou mettre en œuvre en réalité ce nouveau modèle des Jeux, qui est un modèle qui se veut plus durable, tout aussi spectaculaire, mais qui a pour ambition d'être plus, j'allais dire, à la fois respectueux des enjeux d'héritage et de durabilité que par le passé. C'est vraiment un vrai enjeu. Et ça, c'est des choses qu'on porte dans le projet de Paris 2024, que l'on veut, encore une fois, spectaculaire. Vous entendrez souvent, si vous entendez des interviews de Tony Estanguet, notre président, vous l'entendrez souvent dire qu'à Paris 2024, on veut casser les codes. Donc oui, on veut faire des jeux un peu différents. Une illustration dont vous avez sans doute déjà entendu parler, c'est la cérémonie d'ouverture qui va se dérouler sur la scène et pas dans un stade, comme c'est habituellement. Donc ça, c'est assez révolutionnaire, enfin, même très révolutionnaire et spectaculaire. Et puis voilà, avec des enjeux de durabilité au sens
vraiment écologiques et sociétales qui sont très forts et qu'on porte au quotidien. Alors, 3 grands enjeux pour Paris 2024 aujourd'hui dans le comité en tant qu'entreprise, parce que c'est une entreprise avec donc aujourd'hui plus de 1000 personnes, donc c'est une belle entreprise même. On a un premier enjeu qui est d'engager les populations. Engager les populations, ça veut dire quoi? Ça veut dire mobiliser tout le monde pour que tout le monde soutienne et se sente impliqué et concerné par les jeux. Parce que ça va avoir des impacts évidemment sur notre capacité à financer les jeux via la billetterie par exemple, et puis à mobiliser encore une fois la France entière, les gens qui sont sportifs et pas sportifs, bref, embarquer tout le monde avec nous. Donc là, on a des équipes chez nous avec différentes spécialités dont l'enjeu principal, c'est d'engager les populations pour ce sujet. Je viens de voir une question. Paris 2024 est une association au sens administratif du terme. J'aurais probablement pas l'occasion de le redire, donc j'en profite. Deuxième enjeu majeur, évidemment, vous le comprenez, c'est donc ce que j'appelais tout à l'heure opérer les jeux. On va faire. Alors, on va faire. Je nuance mon propre propos. Le comité d'organisation a un modèle qui est où il y a beaucoup de délégations. C'est-à-dire que ce ne sont pas les salariés du comité d'organisation qui vont, par exemple, être les agents de sécurité des jeux. C'est un truc que tout le monde comprend bien. Il va y avoir sur les sites des agents de sécurité qui vont garantir la sécurité des spectateurs. Les agents de sécurité ne seront pas des salariés, au sens administratif du terme, de Paris 2024. Ils seront, en revanche, des salariés de prestataires de Paris 2024. Et donc, au sein du comité d'organisation, les rôles des équipes, c'est surtout de coordonner le travail de prestataires et donc de les identifier, de les sélectionner, de fixer le cadre et de les coordonner plutôt que de faire et de faire soi-même. Et donc opérer, quand on dit opérer, c'est vraiment définir et mettre en place toutes les structures qui vont permettre de faire les jeux. Accompagner, comme toute entreprise ou grosse association, on a besoin de structures support parce qu'on a des finances, des RH, une direction commerciale, enfin des fonctions très classiques d'une entreprise qui vont permettre d'engager et d'opérer, comme je l'indiquais juste avant. À la fois vendre des billets, donc là c'est une partie de développement commercial et de relations clients, et puis aussi on doit acquérir des sponsors qui vont financer les jeux. Donc c'est vraiment la partie business. Et d'un point de vue com aussi, on avait beaucoup de sujets, parce que j'ai parlé tout à l'heure du niveau d'exposition des jeux. Oui, qui dit être exposé dit devoir répondre à la presse, être visible dans la presse, expliquer ce qu'on fait, faire savoir ce qu'on fait, gérer des crises, parce qu'il y aura des crises. Voilà, ça fait partie de toutes les choses que font nos équipes com et relations presse. Et enfin, dernier grand domaine, ce qu'on a regroupé sous le terme de relations internationales et institutionnelles. Je vous ai parlé de la relation avec la presse, mais on a aussi évidemment des relations assez fortes avec l'État, l'État français, les collectivités territoriales, etc. Donc ça génère pas mal de métiers chez nous, cette partie relations institutionnelles. Et au niveau plus international, alors là c'est un autre sujet, nos gros clients au niveau international, ce sont ce qu'on appelle les comités nationaux olympiques et paralympiques. En France, on a le CNOSF et le CPSF, qui sont les acteurs qui représentent en gros l'olympisme et les sportifs olympiques dans leur pays. Et ces gens-là qui vont donc préparer l'arrivée des délégations de chacun des pays, ils ont besoin d'avoir un relais au sein du comité. Et là, on a des équipes qui sont souvent, qui ont évidemment des compétences linguistiques avancées, là pour le coup, et qui vont échanger avec ces comités dans le monde entier. Donc, je vous ai parlé des 206 nations tout à l'heure, donc ça fait beaucoup de monde, qui vont parler avec tous ces comités pour préparer leur arrivée au sein de Paris 2024. Enfin, au sein de Paris 2024. Je ne vous ai pas parlé des volumes de recrutement, je n'ai pas fait de slide pour vous le dire, mais c'est important que vous l'ayez en tête. J'imagine que c'est une des questions qui a dû tomber. On est à peu près donc 1 millier aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure. On a vocation à arriver à quasiment 4000, 4500 en 2024. Bon, on a encore un peu de chemin. Donc, en termes de timing, on a grosso modo plus d'1 millier de postes à pourvoir en 2023. Un autre millier sur le premier quadrimestre de 2024. Et puis après, la dernière grosse vague, ce sera pour vraiment participer, aller sur les sites. Et là, on commencera à se déployer complètement physiquement sur les sites de compétition
pour arriver jusqu'aux 4 500 collaborateurs. Je glisse au passage, s'il y a parmi vous des gens qui sont en recherche de stage et d'alternance, que nous sommes en train de lancer notre campagne d'alternance et de stage pour septembre 2023, avec plus de 250 postes en alternance à pourvoir. Et concernant les stages, il y aura une petite centaine de stages à pourvoir pour juillet-septembre 2023. S'il y a peut-être 3 caractéristiques qu'il faut avoir, c'est la première, la capacité à travailler en équipe. Donc, en fait, personne ne va faire les jeux tout seul. Il va vraiment falloir, j'ai envie de dire, collaborer avec beaucoup de monde, avec des gens qui font des métiers qu'on ne comprend absolument pas. Il va falloir être dans cette collaboration en permanence pour pouvoir aller au bout de l'exercice. Premier sujet. Deuxième élément, il faut aimer s'adapter en permanence et savoir résoudre des problèmes. Parce qu'en fait, c'est ça c'est de l'événementiel ce qu'on fait. C'est du méga événementiel, mais c'est de l'événementiel. Et donc, l'événementiel, c'est quoi? C'est s'adapter à une situation qui peut changer, à un contexte qui évolue, à un plan qu'on avait fait, et puis finalement, on va faire le plan B. Ah ben non, en fait, on va plutôt faire le plan C. Donc, c'est avoir toujours un temps d'avance pour se dire, je vais réussir à changer et m'adapter. Et la troisième caractéristique, c'est d'avoir un niveau d'exigence élevé, d'être très, très rigoureux. Pourquoi on dit ça? Encore une fois, si je boucle avec ce que je vous ai dit au tout début, la moitié de la planète va nous regarder. Donc, si la moitié de la planète nous regarde, en fait, on ne peut pas faire un truc à peu près. Ce n'est pas possible, en fait. Il faut faire un truc qui est nickel chrome. Et donc, pour faire un truc qui est nickel chrome, il faut être très rigoureux, très exigeant et mettre la barre très haut parce que c'est le plus gros événement au monde. Rien que ça. Donc, il faut avoir cette exigence. Mais comme je le disais très, très bien à Lima, ce n'est pas pour autant qu'il faut se censurer. Se dire, c'est très, très gros, donc moi, je ne peux pas le faire. En fait, non. Il y a la place pour tout le monde. Pour autant qu'on se reconnaisse dans cette envie de partager et de travailler ensemble, cette envie de trouver des solutions et cette envie de bien faire son travail. Pour autant qu'on se retrouve là-dedans, il y a de la place pour énormément de personnes. Et encore une fois, je vous ai dit, vous avez vu les volumes de recrutement qu'on a à faire dans les mois qui viennent. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Mais le conseil que je peux vous donner, alors si vous avez une interrogation ou peur de rater l'opportunité du métier qui est le vôtre, la meilleure chose à faire, c'est de vous créer un compte sur notre site de recrutement, donc rejoindre.paris2024.org, et de vous créer une alerte. Vous avez la possibilité, en fait, de définir une alerte qui va vous permettre de recevoir un mail à chaque fois qu'il y a un job qui va tomber dans la famille de métiers que vous avez sélectionné ou, je sais pas, vous pouvez choisir de recevoir tous les jobs en alternance, vous recevrez tous les jobs en alternance ou voilà, une famille de métiers définie qui vous permettra de ne pas rater, par exemple, je sais pas, le poste en contrôleur de gestion qui va sortir, en contrôle de gestion qui va sortir, je ne sais quand, mais de pouvoir le voir venir. Également, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un consultant APEC pour vous aider. Là, j'ai une question, par exemple, je ne vois pas vraiment d'offre de job pour un jeune diplômé école de commerce. Moi, je dirais plutôt le contraire. Donc, je pense que ça peut être intéressant de vraiment aussi explorer. Je rebondis tout à l'heure, tu le disais, Chantal, et Alima, on a vu aussi, les intitulés de poste, parfois, ils sont difficiles à décrypter. Donc, ça peut être peut-être aussi un frein. Et du coup, j'ai peut-être envie que tu refasses le lien avec cette question de « je ne trouve pas d'offre qui me correspond ». Je vous encourage à parfois, quand vous voyez un intitulé de poste, vous dites « qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Cliquez et lisez l'annonce. Ça va vous aider. Je vous promets qu'on va améliorer ça et que ça ira mieux. Les jobs seront un peu plus lisibles. On y travaille parce qu'on se rend bien compte qu'en effet, c'est pas toujours simple. Comme disait Alima, il y a un moment donné où à Paris 2024, on parle une langue bizarre que personne ne comprend à l'extérieur et on peut s'enfermer un peu dedans. Donc, on a bien entendu ce signal-là et on est en train d'essayer d'y remédier. Idem pour la prochaine campagne de stage. On est plutôt sur septembre 23. Maintenant, si vous devez commencer un peu plus tôt, en juillet, août, ça peut passer. C'est pas forcément un point bloquant. Ne vous censurez pas et candidatez quand même. Il faudra juste le préciser, mais ça peut fonctionner dans certains cas. Et la question, oui, quand est-ce que les offres arrivent? Pardon, les offres, elles sont on est en train de les recueillir là. Donc, dans les jours qui viennent, vont commencer à arriver les premières offres d'alternance et de stage, donc pour septembre 23. Restez bien en veille parce que, grosso modo, entre maintenant et mi-mars, tout va tomber.
Au regard du nombre de candidatures, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle pour la lecture des CV des candidats qui vous permet de sélectionner des CV à regarder, ce qui sous-entend algorithme et tout ce qui s'ensuit, évidemment, Chantal? Non, on utilise Aliment. l'intelligence naturelle, c'est-à-dire les cerveaux de nos recruteurs. Sur l'alternance, on est ouvert à des profils en Master 1 et en Master 2, mais petite subtilité que vous allez très vite comprendre, par contre, on ne pourra faire des contrats que d'1 an. Parce qu'après, c'est fini. Les jeux seront passés. Donc, il y a une question que je trouve importante aussi. Est-ce que vous recrutez des personnes en situation de handicap? Une question dans le chat. La suite de la question, est-ce que vous prenez des provinciaux qui sont prêts à venir sur Paris et voilà, comment ça se passe? Alors, je réponds 2 fois. Donc, oui, parfois. Alors, même si Alima a raison de dire que ça va vite, en fait, une fois qu'on a traité votre candidature, ça va vite. Avant, c'est vrai que parfois, ça peut être un peu long parce qu'il y a du volume. Et là, typiquement, alors si on se parle de ce qui nous attend sur la campagne d'alternance, parfois, on va être assailli, on sait qu'on va être assailli de candidatures. On a plein de cerveaux très aiguisés au bout du tunnel, mais parfois, voilà, et ça va un peu plus vite que les volumes dépassent un petit peu nos capacités, donc parfois ça peut prendre un peu de temps. Soyez patients et on s'en excuse par avance. Donc ça, c'est sur le délai pour avoir sa candidature traitée. Et la deuxième question, c'était est-ce qu'on prend des gens qui viennent de province? Bien sûr, ça n'a aucune importance pour nous. Enfin, j'ai envie de dire, c'est votre sujet à vous de vous organiser pour pouvoir venir travailler sur Paris. Pour nous, c'est pas tellement un sujet. C'est Paris 2024, mais il y a aussi 2-3 petites choses en province quand même. Hein. Ça va pas générer des montagnes de recrutement, mais il va quand même y avoir quelques postes à pourvoir sur les sites de foot, donc qui sont waouh, je m'engage dans un truc trop difficile, je vais en oublier un, donc je ne dis pas quels sont les sites de foot, je vous laisserai chercher. En tout cas, les gros pôles, c'est Marseille, on a Lille, je suis obligée d'en parler, c'est le site de handball. On a Lyon, Saint-Étienne, Nantes, Bordeaux, Nice. Je crois que j'ai oublié personne. Donc voilà. On va prendre, il nous reste encore 4 minutes avant la fin de notre webinaire. Donc, je propose des dernières questions pour pouvoir conclure concrètement. On a plusieurs fois la question qui revient. Est-ce qu'il est possible en tant qu'étudiant étranger ou tout simplement nationalité étrangère de postuler? Et ensuite, est-il possible de postuler sur plusieurs postes? Et voilà, je pense que c'est 2 questions qui reviennent et qui sont assez récurrentes. Chantal, merci. Ok. Alors, première question sur est-ce qu'on peut postuler sur plusieurs postes? Oui. En revanche, la stratégie de je postule partout pour être sûr qu'on voit mon CV n'est pas bonne. Parce qu'en fait, ça ne nous permet pas, nous, de savoir quel est réellement votre projet et de nous orienter. Donc, vous pouvez faire plusieurs candidatures, mais ciblez-les. N'hésitez pas à bien vous positionner sur des rôles sur lesquels, au regard de ce que je vous ai décrypté un peu sur les niveaux, d'abord, vous êtes crédible. Donc, si vous sortez de l'école, postulez pas sur un job de senior manager. A priori, vous ne l'aurez pas. Donc, perdez pas votre temps et ça nous fait perdre notre temps à nous, à vrai dire. Mais en même temps, si vous êtes attiré par un job, je ne sais pas moi, au transport et en même temps à la logistique, allez-y. C'est pas un sujet. Ça, c'est pas un sujet. Nous, on a la possibilité dans notre système d'info qui permet de gérer les candidatures, nous permet de voir les candidatures que vous avez faites. Donc, ne vous dites pas je vais postuler partout, comme ça je vais être vue. De toute façon, je sais où est-ce que vous allez postuler. Donc, il n'y a pas de sujet. Il suffit d'une candidature pour que vous soyez vu. Ce n'est pas la peine d'en faire 150 juste pour en faire 150 et être vu partout. Ça, ce n'est pas une bonne stratégie. Les salariés. Oui, donc si vous êtes de nationalité Schengen, donc Union européenne, Schengen, et que donc vous avez un permis de travail pour travailler en France, pas de question, aucune question. Si maintenant vous êtes d'une nationalité d'un pays hors Schengen et que ça nécessite, et que donc vous n'avez pas de permis de travail en France, ça peut nécessiter donc des démarches que l'on ne pourra entreprendre que si, et c'est la loi française, que si il n'y a pas de profil Schengen qui réponde à notre besoin. Donc ça peut se faire, mais ce n'est pas le plus simple pour faire ça. Très bien. Merci beaucoup Chantal. Je propose, parce qu'il nous reste 1 minute, donc je souhaite remercier vraiment nos intervenants. Merci beaucoup Chantal. On espère vraiment que la présentation vous a plu. Pensez à créer votre compte APEC et
faites-vous aider par un consultant APEC pour préparer et optimiser votre candidature. Il y a beaucoup de questions. On va essayer là aussi de prendre le temps d'y répondre. Voilà, donc je m'y engage et pour que vous ayez toutes les informations nécessaires et qui vous permettront de candidater et puis surtout d'aller jusqu'au bout de cette démarche. Et on vous souhaite bonne continuation.